Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et toutes. J'ai l'honneur, privilège, le grand privilège, pardon, d'introduire ce deuxième webinaire que nous faisons avec Andéo, qui est consacré ce soir à l'intervention des services d'aide et d'accompagnement à domicile auprès des personnes autistes et de leurs proches aidants. Qui sera animé, et je le remercie, par Cyril Desjeux d'Andéo et par Franck Nataf, que je ne présente pas, mais néanmoins vice-président de la FEDESAP. Je vais laisser la parole et puis j'en profite en conclusion pour vous souhaiter une très très bonne année à l'opposé de 2020 et puis de retrouver, j'espère, la joie de vous retrouver en visu. Très bon webinaire, merci à vous tous. Et puis pour celles et ceux qui ne le verraient pas, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour revisionner ce webinaire. Cyril, Franck, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Julien, de donner de nouveau la parole à Andéo sur cette fois-ci la thématique de l'accompagnement des personnes autistes. Ce que je vous propose, c'est de vous représenter très très rapidement l'environnement d'Andéo et dans quel cadre on a pu construire un certain nombre à la fois d'études, mais également d'outils et de supports qui peuvent faciliter l'accompagnement à domicile des enfants, adolescents ou adultes autistes. L'enjeu également de ce petit temps d'échange, c'est de bien préciser ce qu'on entend par l'autisme et finalement toute la plus-value que peut avoir un service d'aide et d'accompagnement à domicile pour accompagner ces publics et favoriser leur inclusion sociale. Alors pour un très rapide rappel, je vais essayer de remettre mon présentation plein écran. Andéo, c'est tout un ensemble d'associations qui comporte aujourd'hui 22 membres. Vous sont affichés là sur l'écran les 19 membres qui sont présents dans le conseil d'administration d'Andéo, dont des associations qui représentent les personnes en situation de handicap et qui ont voix décisionnaire dans le cadre de ce conseil d'administration. Dans les exemples d'associations, vous avez notamment Autisme France, et c'est notamment en partenariat avec cette association qu'on a réalisé un certain nombre de travaux sur les personnes autistes et la qualité de vie de leur accompagnement. Mais sont également présents APL France Handicap, la Fédération Ampage, l'EXEM, la FIMC qui est devenue la Fédération des... Non, je suis désolé, j'ai encore oublié. Le moteur est très bon. Non, en fait, ils ont changé de nom. La FIMC s'appelle maintenant... redis, Franck. Les IMC, c'est les infirmes moteurs cérébraux. Oui, mais c'est la fondation a un autre nom, c'est moteur cérébral. Bon, je cafouille, je suis désolé, et son président m'en voudra beaucoup s'il voit la vidéo. Encore toutes mes excuses, la prochaine fois, je revois mes fiches. Sont également présents dans le conseil d'administration la Fondation VE, Trisomie 21 France, UNA, l'UNAPEDA, la FEAP, le groupe Apicil, la Fondation Naïs, l'UNAPI, l'UNAFAM, la FISAF, la Fédération des PEP, Mutuelle Intégrance. En avant-dernier, je finis donc par la FEDESAP qui nous a rejoint l'an dernier et nous sommes présidés actuellement par l'UNAFTC. Si je vous cite tous ces sigles, ce n'est pas pour les apprendre par cœur, c'est pour bien avoir en tête que derrière Andéo, c'est tout un collectif d'associations et que les différents projets qu'on peut mettre en place sont bien des projets qui reposent toujours sur des dynamiques collaboratives et partagées. Ces différents membres, ils ont souhaité se réunir à travers Andéo pour permettre aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées aux pertes d'autonomie et aux proches aidants de mieux vivre chez elles et dans la cité. Cette mission d'inclusion, elle s'inscrit pleinement dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et elle s'inscrit également pleinement dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui a été ratifiée par la France en 2010. Cette convention, elle est importante parce qu'elle sert vraiment de cadre et de feuille de route à toutes les actions qu'on peut mettre en place aujourd'hui en France, notamment à travers Andéo, à travers un certain nombre de principes et de fondamentaux qui sont posés sur le fait que, quelles que soient les situations de la personne, y compris pour les personnes en situation de handicap, on doit pouvoir accéder aux mêmes éléments de la vie, domaine de la vie que n'importe qui, notamment l'accès à la famille, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès à la vie politique, etc. Pour remplir cette mission d'inclusion, Andéo a deux axes de travail. Un premier axe autour de la production de connaissances à travers la réalisation de recherche-action, et un deuxième axe autour de la réalisation de démarches qualité à travers la création de labels et certifications CAP Andéo.
Si je reprends plus spécifiquement sur la production de connaissances, aujourd'hui, Andéo a réalisé plusieurs études dans des domaines différents. Alors, je ne les reprends pas toutes. Là, je vais juste insister sur ce qu'on a pu déjà réaliser sur l'autisme et l'accompagnement de ce public. On a commencé à avoir des travaux sur cette question-là dès 2011 avec un premier travail qui portait notamment sur les questions de formation des intervenants à domicile et qui avait été fait en partenariat avec le réseau de santé Aura 77, qui s'appelle maintenant Andorra 77 et qui est donc situé en Seine-et-Marne, comme son nom l'indique. Par la suite, on a pu aborder la question de l'autisme de manière plutôt transversale et on raborde le sujet de manière frontale en 2016 avec une étude qui va porter spécifiquement sur l'accompagnement des enfants et des adolescents autistes à domicile et les logiques de partenariat qui peuvent se faire entre un SAD et les autres acteurs du territoire, qu'il s'agisse d'autres acteurs médico-sociaux, mais également des acteurs du sanitaire ou de la formation, pour pouvoir accompagner ces personnes autistes. Cette étude, les différents travaux qu'on a pu mener au préalable, elle donne lieu à différents outils, dont notamment nos guides de sensibilisation. Donc là, vous retrouvez un des exemplaires en haut à gauche de la slide, qui est le guide Mieux comprendre le handicap pour comprendre le handicap pour mieux accompagner les enfants et adolescents autistes. Mais comme vous le savez, on retrouve sur d'autres situations de handicap. Là, je mets plus particulièrement le zoom sur ce guide-là. Ce guide, il est téléchargeable sur le site internet d'Andéo. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour avoir le partage d'écran pour vous montrer exactement où, parce que ce n'est pas toujours évident de savoir où chercher. Alors, si l'écran s'affiche, bon, voilà, j'allais dire, quand vous arrivez sur le site d'Andéo, c'est dans l'onglet Observatoire. Et lorsque vous déroulez le menu Observatoire, vous pouvez avoir les guides qui sont en dessous. Et le guide autisme, il faut scroller sur la droite. Il apparaît en 4e catégorie si vous souhaitez pouvoir le télécharger. Pour les études que j'ai rapidement mentionnées, pareil, vous les avez en dessous, les études rapport et recherche, et il faut cliquer à droite pour arriver jusqu'à l'étude autisme. Elles sont de manière chronologique. Les dernières études portant plutôt sur la lésion cérébrale acquise, les jeunes aidants et d'autres sujets plus transversaux et moins directement liés à l'autisme. Ce petit aparté étant fait, je reviens sur ma slide pour montrer que donc toute cette connaissance, elle n'est pas là pour produire de la connaissance, mais bien des outils et des leviers d'action qui puissent être utiles directement pour les personnes autistes ou leurs familles, mais également pour les personnes qui vont les accompagner et éventuellement pour les pouvoirs publics. Dans ce cadre-là, donc, on a réalisé l'étude le guide sur comprendre le handicap pour mieux accompagner les personnes autistes, mais on a également un tutoriel qu'on a réalisé en complément de ce guide pour arriver à avoir un support à la fois écrit pour le guide, mais aussi un support plus visuel pour les personnes qui préféraient ce type de support. Ce tutoriel, il est aussi en accès libre sur notre chaîne YouTube et il dure 6 minutes et il vous permet de rappeler les grands principes de l'accompagnement des personnes autistes, la définition de ce qu'on peut entendre lorsqu'on parle d'autisme, les particularités d'accompagnement à avoir avec ce public-là. Et si on a le temps à la fin de ce webinaire, je vous passerai le tutoriel, mais ça sera après les messages politiques de Franck. Voilà pour les différents outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer, notamment pour outiller les intervenants à domicile pour l'accompagnement de ce public-là. Il y a également d'autres outils qui sont issus de ce travail qu'on a réalisé avec, au niveau de l'Observatoire sur la production de données, qui sont la production de certifications et de labels, et notamment la production d'une certification qui vise spécifiquement les établissements et services qui accompagnent des personnes autistes. Ce label et cette certification, elle est possible pour tout service ou établissement qui ont une autorisation. Dit autrement, les SAD, donc les services d'aide et d'accompagnement à domicile, vous pouvez y candidater. Et j'ai tendance à dire, ce référentiel, il est utile, je pense, pour bien comprendre le niveau d'exigence pour accompagner ce type de public. Il me semble néanmoins que pour un service d'aide et d'accompagnement à domicile, le niveau d'exigence est relativement élevé et il me paraît assez compliqué qu'un service d'aide et d'accompagnement à domicile puisse répondre à l'ensemble des exigences de ce référentiel. Je dis a priori parce que jusqu'ici, on n'a aucun SAD qui a candidaté et il est tout à fait possible de le faire dans l'absolu, le domaine d'application le permet. Si je remettais l'élément plutôt pédagogique de ce référentiel, c'est qu'il est téléchargeable également sur le site d'Andéo et qui permet d'avoir vraiment une grille de lecture sur quels sont les points clés d'accompagnement de ces publics-là.
En parallèle de cette certification, on a également une certification que tout le monde connaît aujourd'hui, puisque c'est notre certification historique, auprès des services à la personne, et là, quel que soit le public accompagné. Cette certification-là, elle a vraiment été construite au regard des spécificités des services à domicile, en fonction des besoins et attentes des personnes telles qu'elles avaient pu être exprimées, mais aussi en fonction du système de contraintes dans lequel les services à domicile ont pu être construits. Si je dis en fonction et au regard d'eux, c'est pour bien dire que les critères qui ont été définis, ils sont définis à la fois sur un certain niveau d'exigence et d'attente, et d'attendu de la part des familles et des personnes, mais également critères qui essayent de s'ajuster au regard du système de contraintes et des ressources dans lesquelles les services peuvent être pris en compte. Dit autrement, on a tous tout à fait conscience que le secteur de l'aide à domicile est un secteur qui est extrêmement malmené et que ces difficultés-là sont bien prises en compte dans la manière de penser ces critères qualité. À côté de ces 2 certifications, dans le secteur médico-social, on a déployé une également. Ah, vas-y, Franck. Oui, non, alors si, je voulais juste compléter, si tu me le permets, Cyril. Ah bah, tout à fait. Coupe-moi. Non, mais en disant en particulier que, sauf erreur de ma part, la certification autisme, elle ne vaut pas pour évaluation externe, ce qui n'est pas le cas, enfin, c'est-à-dire ce qui est le cas, c'est-à-dire que la certification service à la personne, elle, équivaut à évaluation externe et donc permet d'obtenir le bénéfice de ne pas passer ni évaluation interne ni évaluation externe. Un argument Ce n'est pas le cas sur la partie autisme. Un argument supplémentaire, effectivement, pour ne pas candidater en tant que SAD à la certification autisme, puisqu'effectivement, cette certification aujourd'hui attend encore l'avis pour l'équivalence. Le dossier d'instruction a été déposé. Et dans tous les cas, alors peut-être il y a des particularités, le but, ce n'est pas de rentrer là-dedans, mais effectivement, vous avez une dispense d'évaluation externe pour la certification de service à la personne, ce qui n'est pas le cas si vous candidatiez à celle sur l'autisme. Pour autant, je vais toujours, et je n'hésite pas à le dire là à nouveau, ne candidatez pas à la démarche de certification Capandéo service à la personne si c'est juste pour être dispensé d'évaluation externe. C'est important de s'inscrire dans la philosophie de ce type de démarche qui s'inscrit vraiment avec comme particularité d'associer les différentes parties prenantes et en particulier dans la construction les usagers dans la manière de définir les critères qualité. Ça, c'est vraiment un élément qui me semble important à avoir en tête. C'est effectivement un plus et la cerise sur le gâteau de pouvoir être dispensé d'évaluation externe puisque les évaluations internes n'existent plus. Mais il ne faut vraiment pas que ça soit le critère principal pour y entrer. Cette différence étant faite, à côté, dans le secteur médico-social, on déploie également donc une 3e certification pour les établissements et services médico-sociaux qui accompagneraient des personnes polyhandicapées. À côté de ce bloc d'activités médico-sociales, on déploie également d'autres labels et certifications dans 2 autres secteurs d'activité. Un premier qui est autour de la mobilité, avec une certification qui vise spécifiquement les transports, tout ce qui va être transport collectif, transport individuel, transport à la demande, transport accompagné. Et une autre démarche qualité également autour de la mobilité qui va être un label spécifiquement destiné aux prestataires d'aide technique qui vont proposer des aides techniques en lien avec la mobilité. Tout ce qui peut être canne, déambulateur, fauteuil manuel, fauteuil électrique. On ne labellise pas l'aide technique à proprement parler, mais bien la qualité de service qui est rendue derrière. Enfin, le dernier secteur d'activité dans lequel on propose également des démarches qualité, c'est autour des proches aidants, avec un label qui vise spécifiquement les organismes qui engagent des actions en faveur de leurs salariés qui peuvent être par ailleurs proches aidants. L'enjeu de ce label, c'est de valoriser les actions qui peuvent être mises en place pour favoriser l'articulation entre vie privée et vie professionnelle pour les proches aidants qui peuvent être salariés de ces organismes, organismes qui peuvent être une entreprise, une association, un organisme public et notamment un service à la personne. Voilà pour le cadre global d'Andéo. Pour revenir plus spécifiquement sur le sujet qui nous concerne, ce qui est important à retenir lorsqu'on accompagne des personnes autistes, c'est déjà d'avoir bien identifié de quel public on parle. Souvent, une des problématiques qu'on peut avoir avec… alors je vais enlever le partage d'écran. Une des problématiques qu'on peut avoir en accompagnant ce type de public, c'est des confusions, des fois avec d'autres catégories, en particulier quand on n'est pas complètement acculturé au secteur du handicap. L'autisme, pour différentes raisons, attire beaucoup l'attention des pouvoirs publics et Franck d'ailleurs y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu 4 plans nationaux pour pouvoir accompagner au mieux ces publics-là. Alors 4 plans, 3 plans pour être exact, et le 4e qui est une stratégie nationale
à destination des personnes autistes, ça montre toute la complexité et l'urgence de pouvoir accompagner ces situations-là. Ces situations-là, elles sont des fois confondues avec d'autres catégories de handicap, comme le handicap psychique ou le handicap mental. Et là, il me semble important, en tout cas, de rappeler ce qu'est l'autisme. L'autisme, c'est bien un trouble neurodéveloppemental qui intervient très très tôt et qu'on peut déceler avant même l'âge de 3 ans. Alors, le diagnostic est difficilement posé avant l'âge de 2 ans, et pour être sûr, il faut attendre normalement le passage des 2 ans, mais on peut poser de manière très précocement un diagnostic. Mais l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est important de l'avoir en tête. On ne guérit pas de l'autisme à proprement parler. On peut mettre en place des leviers de compensation, d'où l'importance des aides humaines pour compenser un certain nombre de difficultés ou de particularités que pouvaient avoir ces personnes-là, mais il ne s'agit pas d'une maladie. Donc en ce sens, ça se différencie d'ailleurs très clairement du handicap psychique, qui lui relève de tous les handicaps qui liés à des maladies relatives à la santé mentale, comme la schizophrénie ou la bipolarité par exemple. Pareil, on a tendance des fois à confondre l'autisme avec le handicap mental, donc avec la déficience intellectuelle. Alors c'est vrai, une partie des personnes autistes peuvent avoir également une déficience intellectuelle. Je crois que le chiffre est autour de 70%, plus ou moins ajusté en fonction des pays dans lesquels on se positionne. Et donc il peut bien effectivement y avoir une comorbidité à ce niveau-là. Pour autant, une personne autiste n'a pas forcément de déficience intellectuelle. Pareil, l'autre travers qu'on peut avoir, et c'est notamment lié au film de Redman, qui a tendance à valoriser tout ce qui était Asperger et un certain profil d'Asperger, qui est de se représenter les personnes autistes comme ayant une intelligence supérieure à la moyenne. C'est ni faux ni vrai, c'est effectivement, on a certaines personnes autistes qui, du fait de leur particularité, vont avoir une capacité de mémorisation ou de faire certaines choses qui peuvent paraître spectaculaires, mais ça fait partie des cas exceptionnels, ou en tout cas d'une certaine forme d'autisme très particulière. Ça ne représente pas toute la diversité, tout le spectre qu'on utilise d'ailleurs, des formes d'autisme qui peuvent exister. Donc c'est vraiment très important d'arriver déjà à bien identifier cette catégorie-là. Une fois qu'on a réussi à bien différencier des différentes catégories, donc de ne pas associer l'autisme à déficience intellectuelle, à handicap psychique ou d'autres formes de handicap, ce qui est important à retenir dans les particularités d'une personne autiste, elle se situe autour de 3 critères principaux. Une personne autiste, elle a une altération au niveau notamment des capacités communicationnelles qu'elle peut avoir en termes verbal ou non verbal. Et ça, c'est une des premières caractéristiques qui me semble importante à avoir en tête quand on veut accompagner ces publics-là, parce que ça veut dire qu'il y aura des modes d'adaptation à avoir pour pouvoir communiquer, à la fois être comprise de cette personne-là, mais également de se faire comprendre d'elle et de la comprendre. La deuxième caractéristique importante à avoir en tête quand on accompagne ce type de public, c'est que les personnes autistes, et c'est souvent en lien avec les troubles de la communication, vont avoir également des troubles dans les interactions sociales. Elles n'ont pas forcément la connaissance des différents rôles sociaux ou de la manière d'agir en interaction et en société. Dit autrement, tout ce qui va être le bonjour, au revoir, les messages de politesse, peuvent être des choses qui peuvent être compliquées à apprendre. Alors attention, là j'ai donné des exemples, pas de généralité abusive. Une personne autiste peut savoir dire bonjour. Je dis juste que les modalités d'apprentissage pourront éventuellement être plus complexes et je le mettais comme exemple. N'allez pas dire « Ah, les personnes autistes, elles ne savent pas dire bonjour. » Là, je vais avoir des problèmes avec mon conseil d'administration. Troisième exemple, troisième caractéristique qui est important à voir, donc qui n'est pas un exemple, mais qui est vraiment un critère qui vient participer à définir l'autisme à côté des altérations de communication et des altérations dans les interactions sociales, c'est le fait que les personnes autistes ont souvent des intérêts restreints, qui peuvent se traduire par de la stéréotypie, par exemple, dans la manière d'envisager les choses ou les différents sujets, qui peuvent aussi compliquer l'accompagnement de ces personnes-là, notamment sur les questions d'attention, par exemple. Comme je dis, ça ne reste que des exemples. Ce qui est important à avoir en tête, c'est ce triptyque autour de ce qui va définir l'autisme et dans la manière dont il va falloir accompagner ces publics-là. Toute la complexité, il me semble en tout cas, de l'accompagnement à domicile de ces publics, c'est que on ne se forme pas à proprement parler à l'autisme, et c'est sans doute ça la complexité. Effectivement, la formation, elle va faire un peu comme je suis en train de faire, elle va donner un certain nombre de règles générales, mais ce qui est toujours très important, c'est bien de s'appuyer sur des temps d'observation et sur les familles pour pouvoir arriver à comprendre la particularité de fonctionnement de la personne qu'on accompagne. Dit autrement, on sait qu'il faut individualiser toutes les prestations. Dans le cas des personnes autistes, c'est une hyper-individualisation qui est nécessaire. Et chaque situation est vraiment très singulière et chaque enfant fonctionne avec ses propres particularités.
tout l'enjeu de l'intervention auprès de ces publics-là, c'est d'arriver à décrypter le plus rapidement possible la manière de fonctionner de cette personne-là. La manière d'arriver à décrypter, j'ai déjà commencé à donner quelques trucs, c'est effectivement l'observation. L'observation, c'est un des éléments clés et c'est très très important. Les aides à domicile, elles sont des acteurs clés en termes d'observation et j'ai presque envie de dire que c'est même leur compétence, alors je ne peux pas dire naturelle, mais c'est une compétence première qu'elles ont. Et c'est très très important de valoriser cette compétence-là plutôt que de leur dire d'assimiler des savoirs théoriques qui pourraient les faire amener à interpréter des situations de telle manière ou de telle manière. C'est très très important, je pense, de revenir sur du factuel et de les aider à faire décrire ce qu'elles observent pour bien comprendre la situation de la personne. Pour arriver à faire décrire ce qu'elles observent, on a plusieurs leviers. Il y a notamment la famille qui peut aider à dire bah, mon enfant, il fonctionne plutôt comme ça ou comme ça. Alors, quand je dis enfant, c'est aussi bien un mineur qu'adulte. Et là, les parents, ils peuvent aider au décryptage et à l'interprétation. Ils peuvent aider aussi à dire voilà comment il faut lire le comportement de mon enfant. En interne, toutes les ressources en termes à la fois de management et de professionnels qui peuvent être recrutés pour être en supervision ou en tout cas en aide d'encadrement vis-à-vis de ces professionnels-là, et aussi une clé très très importante à la fois pour valoriser ces éléments d'observation qui sont vraiment des éléments clés pour bien comprendre le fonctionnement des personnes, mais également pour fonctionner dans une forme de management valorisant vis-à-vis de ces professionnels qui peuvent avoir peur de l'autisme. Et la peur, elle est souvent problématique parce qu'effectivement, avec les représentations qu'ils véhiculent, là, je vous ai donné quelques exemples de la personne avec Renman qui est Asperger et qui est dit autiste de haut niveau, mais on a aussi, par exemple, les troubles du comportement qui peuvent être des sources d'angoisse pour les personnes qui vont intervenir à domicile. Là, vraiment, le rôle de l'encadrement a un rôle très, très important pour essayer de rassurer, puisque tout l'enjeu, alors, ce n'est pas de se faire taper dessus ou de se faire agresser ou cracher, ce qui arrive. Alors, ce n'est pas systématiquement le cas qu'on accompagne des personnes autistes, mais ça ne sert à rien d'édulcorer ces situations. Oui, il y a des situations qui sont complexes et qui sont difficiles. L'objectif, ce n'est pas de minimiser. Mais ces problèmes de comportement, souvent, ils trouvent des clés de lecture et de compréhension qu'on a bien réussi à observer et à décrypter la situation. Dit autrement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à anticiper des comportements qu'on qualifie de troubles du comportement, voire de comportements problèmes. Et toute l'anticipation et l'analyse qui peuvent être faits en amont peut aider à éviter, en tout cas, à éviter que le comportement se mette en place ou à trouver des stratégies d'adaptation lorsque on n'arrive pas à faire en sorte que le comportement problème arrive, faire en sorte que donner des trucs et astuces aux aides à domicile pour éviter de les affronter de manière frontale. Ça, c'est un des éléments clés. Oui, vas-y, Franck. Oui, non, en complément, c'est tout à fait juste ce que vient de dire Cyril. Juste pour revenir sur justement la spécificité d'intervention auprès de publics avec des troubles du spectre autistique, c'est qu'en l'occurrence, du fait de la difficulté à catégoriser ce type de public, le financement ne suit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, sur tout ce qui est handicap psychique, de manière générale, alors sous le contrôle de Cyril, et je vous inviterai à regarder la précédente vidéo qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines, c'est très rare qu'on ait des plans de PCH sur le handicap psychique qui dépassent les 3 heures par jour. Du coup, sur l'autisme, on se retrouve également confronté aux mêmes problématiques. Et en tout cas, moi, il m'a toujours semblé important en tant que professionnel de l'aide à domicile d'essayer d'explorer d'autres types de pathologies parce que je considère que ça permet aussi de renforcer l'employabilité et les compétences de nos salariés. Et puis, c'est aussi une attente des familles. Mais qui sont également, alors sur ces champs-là en particulier, et sur le champ de l'autisme tout particulièrement, en attente d'un niveau d'intervention technique qui est évidemment supérieur à ce qui est produit habituellement auprès de personnes âgées. La problématique, c'est qu'en face de ça, il n'y a aucun financement. Enfin, quand je dis aucun financement, donc j'ai commencé dans mes messages politiques, hein, mais c'est exactement là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, le seul financement qui est offert, c'est une PCH, et une PCH à 17,77 € dans 80 et quelques % des départements de France.
Donc aujourd'hui, on peut dire clairement que vis-à-vis de ce type de public, la France, en fait, crée un système de discrimination de fait et un système de discrimination massif. C'est-à-dire que quand on a 17,77 € de PCH horaire versus le niveau de compétence qui est requis pour intervenir auprès d'un public autiste, on crée un reste à charge extrêmement important qui rend le service de manière quasi inaccessible à toute une partie de la population. Est-ce que c'est normal ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'on pourrait dire même que c'est le fameux égalité de notre chère devise? Bah, pas du tout. Hein, voilà. Et tant que de toute façon on n'aura pas fait le Big Bang qu'on appelle de tous nos voeux au niveau de la loi Grand Âge et Autonomie et basculer vers une prise en charge horaire minimum de 30 €, on pourra prendre le problème dans n'importe quel sens, notre système continuera à discriminer de fait et de manière massive l'ensemble de nos concitoyens, et alors tout particulièrement ceux qui sont en situation de handicap. Je te rends la parole. Ah ben tu fais bien en tout cas de ce point-là. Alors tu anticipes un peu le déroulé où j'avais prévu notamment d'aborder les problématiques de financement à la fin, qui est effectivement une problématique extrêmement aiguë. Alors pour tous les handicaps dits invisibles, liés à des altérations des fonctions cognitives, psychiques ou mentales. Et effectivement, pour l'autisme, ça pose une problématique très très forte, puisque alors déjà, comme le rappelle Karine dans le chat à côté, les questions du temps d'observation, ça prend du temps. Ce temps-là, il n'est absolument pas pris en compte dans la PCH. Que la PCH, alors Franck était déjà dans le scénario meilleur, on arrive à des 3 heures par jour, mais pour avoir ces 3 heures par jour, il faut déjà pouvoir accéder à la PCH aide humaine, et c'est loin d'être gagné pour les personnes autistes qui sont avec des handicaps invisibles et que les critères, en tout cas d'éligibilité, sont relativement complexes pour eux, que ces critères d'éligibilité, ils sont encore plus ardus si on est mineur, puisque dans ce cas-là, il faut pouvoir être éligible à l'AEH et au guide barème, ce qui est une contrainte supplémentaire pour pouvoir accéder à la PCH. Et ça, effectivement, je vous renvoie au webinaire qui avait été fait la dernière fois sur la PCH, qui abordait ces différentes problématiques-là. Après, sur la question du tarif, elle est effectivement aussi un problème très, très aigu, puisque pour pouvoir arriver à faire ces temps d'observation, j'étais en train de dire que vous pouvez vous appuyer sur la famille, sur le management, et là déjà, on commence à se dire, bah, le management, ça coûte un peu d'argent. Il va y avoir en plus la complexité que si on est sur des situations complexes avec des troubles du comportement importants, il ne faut pas que les équipes se retrouvent épuisées, et souvent, on les épuise assez rapidement sur des situations. Donc, il faut arriver à trouver des stratégies de management également pour faire en sorte que les intervenants aient des temps de repos et de répit pour assurer en tout cas tout leur accompagnement de ces situations-là, parce que quand on en trouve un qui est bon, on n'a pas envie de le perdre, mais si on le fait intervenir 8 heures par jour, 7 jours sur 7, si jamais c'est possible, auprès de la même intervention dans une situation complexe, on risque réellement d'épuiser ces professionnels, donc il faut trouver des solutions. Et après, la troisième complexité, c'est qu'effectivement, pour décrypter ces situations-là, le service déjà n'est pas toujours outillé pour y arriver, parce que souvent, l'absence de psychologue est souvent un frein pour avoir un accompagnement adapté, ou l'absence d'éducateurs également, qui sont des acteurs assez importants à domicile, en tout cas, pour avoir des accompagnements à la fois pédagogiques et de type cognitivo-comportemental, en tout cas des approches qui sont recommandées par la HAS. Et que ces professionnels sont donc durs à internaliser, et donc très souvent, il faut faire appel à des partenaires, et que là, les partenaires peuvent être en tout cas une manière en tout cas de compenser en partie, et je dis bien qu'en partie, hein, la problématique tarifaire. Je ne remets absolument pas en question ce que vient de dire Franck sur les 30 € de l'heure. Pour moi, pour accompagner des personnes autistes, en particulier des personnes autistes avec des troubles du comportement, ça paraît le minimum pour avoir un accompagnement vraiment adapté et à la juste mesure de ces situations qui ont besoin d'avoir des objectifs extrêmement précis, mesurables et rester au fur et à mesure. Il n'empêche, en attendant, je finis juste sur l'histoire des partenariats qui est quand même un élément important, et il faut arriver à pouvoir développer des partenariats notamment avec des CESAD ou avec des SAMSA ou des SAVS ou éventuellement avec des établissements pour arriver à monter en compétences, pour arriver aussi à mettre en place des temps de supervision. Mais tous ces éléments-là, j'ai bien conscience que, le partenariat, ça prend du temps aussi, c'est des contraintes, et que les portes, elles ne sont pas toujours ouvertes à l'égard de ces établissements ou de ces services
qui ne connaissent pas toujours les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui ont des fois une représentation encore très ancienne, qui date d'il y a 20 ans, d'un SAD. C'est d'abord quelqu'un qui accompagne des personnes âgées et c'est surtout un pouce-balai. Là où aujourd'hui, on sait très bien que plusieurs services à domicile montrent tout à fait leurs compétences pour accompagner des situations parfois très, très complexes en situation de handicap. Là où des établissements ou des services, d'ailleurs, ont décidé d'arrêter ou de refuser certaines interventions, on demande au SAD d'aller venir compenser ces arrêts ou ce refus. Là, je renvoie à une des études qu'on avait réalisées d'ailleurs sur ce sens-là, qui montrait toute l'énergie que certains services à domicile déployaient pour venir finalement être le dernier rempart pour éviter que les familles se retrouvent sans solution totalement. Franck, tu allais dire. Oui, j'allais faire une petite parenthèse sur la loi grand âge autonomie parce que ça me semblait extrêmement important parce que, en l'occurrence, le deuxième A de cette loi, c'est quand même autonomie, ce qui veut dire traitement, enfin, en tout cas, d'arriver à faire un traitement à peu près équitable entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ou en tout cas de ne plus faire de silos tels qu'on les a connus. Et alors, il y a eu des échos récents sur le fait que la loi grand âge autonomie, qui a été promis, repromis, à nouveau promis, voilà, serait à nouveau décalée post-crise sanitaire. Alors bon, évidemment, tout le monde voit bien que alors là, c'est même plus à Saint-Glinglin, c'est, enfin, on n'a même plus d'échéance, quoi. Le traitement qui est réservé à cette loi, il est tout proprement pire qu'indigne. C'est même pas de la colère que je ressens là, c'est vraiment c'est 100 fois plus que ça. C'est quasiment, j'en ai la nausée le soir en me couchant. Il y a une forme de mépris institutionnel au niveau de ce gouvernement, même au-delà des SAD, hein, même au-delà des structures d'aide à domicile. C'est vraiment, pour le coup, l'ensemble des Français qui sont méprisés par ce nouveau décalage. C'est absolument scandaleux. On a aujourd'hui un besoin qui correspond au niveau des attentes des familles qui est à peu près là. Voilà. Aujourd'hui, voilà, la réponse, elle est là, et encore, on pourrait même la situer en dessous de la table. C'est absolument scandaleux. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était aussi que si tout le monde pense que les services d'aide à domicile vont lâcher comme ça la perspective d'arriver à une loi, ils nous connaissent très mal. Parce que s'il faut arriver à se mobiliser pour monter au créneau, pour aussi se faire entendre, on va le faire. Soyez-en sûrs. En tout cas, moi, j'incite tout le monde à ne rien lâcher, strictement rien lâcher. Pour revenir sur notre sujet de l'autisme, c'est notre sujet. Absolument. Il y a quand même quelque chose dont moi, en tant que citoyen français, j'ai absolument honte. Hein, c'est que tous les ans, on se débarrasse de plusieurs jeunes autistes parce qu'on est incapable de les assumer en France. Enfin, en théorie, on est incapable de les assumer en France. Ça a un coût exorbitant. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on ne permet pas aux familles de garder leurs enfants à proximité et on les envoie en Belgique, où il y aurait effectivement des structures, en l'occurrence des établissements, hein, pour les accueillir. Il y a aujourd'hui, j'ai regardé ça avant-hier en préparant notre webinaire, 4000 autistes, jeunes autistes qui sont en Belgique. Le coût pour la Sécu, c'est 400 millions d'euros par an. 4000 autistes pour 400 millions d'euros par an, c'est juste fou. J'ai fait du coup le calcul, voilà. Et donc je me suis dit, si je prends cette enveloppe financière et que je la traduis en heures d'intervention à 30 € de l'heure, eh ben, j'arrive tout simplement à une prise en charge pour chacun d'entre eux de 6 heures par jour. 6 heures par jour pour les 4000 jeunes autistes qui sont en Belgique. Pour le même coût, on pourrait les accompagner 6 heures par jour. Avec une solution qui serait pour les parents de pouvoir garder à proximité d'eux et dans une société inclusive, hein, par essence, leurs enfants, qui est plus simple,
qui est plus logique et qui est évidemment plus naturel. Est-ce qu'à ce stade-là, on ne peut pas se dire qu'il y a un truc qui cloche? Je vous laisse répondre. Et je repasse la parole à Cyril, parce que sinon, je vais continuer à m'énerver. Pour aller dans ton sens, et je pense que c'est important de le dire, moi j'ai plusieurs administrateurs qui, aussi bien pour la partie aide à domicile que pour l'autisme, parlent vraiment de trahison des politiques publiques, qui me semble être un mot à la fois très fort, mais quand on voit là, les exemples que tu donnes, assez emblématiques de la manière dont ces situations-là, notamment à domicile, sont traitées. Peut-être pour continuer. Ah, vous m'entendez bien? Absolument. Je crois que j'ai une connexion instable, j'espère que ça va aller. Pour continuer à prolonger, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est, là j'insiste sur la particularité d'accompagnement des personnes autistes, sur le rôle clé des aides à domicile, sur la complexité à pouvoir accompagner ces situations-là au regard du système structurel dans lequel est l'aide à domicile et l'abandon des pouvoirs publics dans ce système. Si je remets ces éléments-là en tête, c'est attention à ne pas non plus considérer les aides à domicile comme des héros et les envoyer au feu, là où effectivement une partie va avoir des difficultés pour pouvoir accompagner ces situations-là. D'où l'importance de l'étayage que j'essayais de redire tout à l'heure, qui est de s'appuyer sur l'expertise des familles, ce qui est quand même un premier point très important, de s'appuyer sur une modalité de management qui soit adaptée à l'accompagnement de ces situations-là. Ça, c'est un deuxième point important. Le troisième, qui est de pouvoir arriver à établir des partenariats le plus possible pour pouvoir outiller et soutenir ces professionnels dans l'accompagnement à domicile de ces personnes. Et un quatrième levier, et je crois que c'est une des remarques qui a été faite, qui est aussi quand même tout ce qui est formation continue. Aujourd'hui, il y a des difficultés aussi d'accès à la formation pour pouvoir faire monter en compétence les intervenants qui vont aller à domicile. On a deux grands organismes phares. Je termine juste sur les grands organismes phares et après je te redonne la parole, Franck, promis. Et garde bien en tête ton idée. Il y a deux organismes phares qui vont être EDI et Formavision, qui vont proposer des formations vraiment très spécialisées sur l'autisme et en adéquation totale avec les recommandations de bonnes pratiques ANES-MHAS. La difficulté, c'est que ces formations, elles ne sont pas toujours adaptées à la fois en termes de contenu vis-à-vis des intervenants à domicile, mais également aussi en termes d'organisation de ces formations par rapport à la particularité d'intervention qu'est le secteur de l'aide à domicile. Il faut savoir que, quand même, pour Formavision, il y a un module spécifique qui a été construit pour l'aide à domicile, notamment qui a été construit en partenariat avec Andéo, qui permet normalement d'avoir une formation un peu plus ajustée pour le secteur de l'aide à domicile. Dans les autres organismes, alors lui, il n'est pas spécialisé sur l'autisme, mais il est spécialisé sur l'aide à domicile et il s'associe avec des partenaires et des parents très compétents en termes de formation. Vous avez Unicité, qui peut être également, en tout cas, un organisme de formation qui va proposer à la fois en termes de contenu et d'organisation des formations qui seront adaptées au secteur de l'aide à domicile. Je vous ai cité ces trois exemples-là, ils ne sont pas exhaustifs. Ces trois exemples phares, en tout cas, qu'on peut retrouver dans les retours assez positifs. Vous avez sans doute d'autres organismes, notamment des échecs territoriales, qui peuvent être aussi des appuis. En tout cas, ce qui est important, c'est, même si je disais en préambule, on ne forme pas les intervenants à l'autisme, c'est quand même important d'avoir quelques clés, notamment pour éviter de se retrouver en difficulté. Et ces organismes-là ont une utilité très importante pour rassurer notamment les intervenants lorsqu'elles interviennent chez une personne autiste. Vas-y, Franck. C'est très juste ce que tu viens de dire. Je rajouterai un petit point de précision à la destination de mes collègues chefs d'entreprise qui parfois sont amenés malheureusement à regarder leur compte de résultats et leur plan de formation. C'est qu'en l'occurrence, malheureusement, les formations EDI formation et Formavision sont quand même extrêmement coûteuses. Alors, parce qu'en effet, elles sont qualité, mais les modules d'entrée chez EDI, en tout cas, c'est plus de 2500 € la semaine de formation. Donc, du coup, il faut avoir un gros budget de formation où il faut être en capacité aussi faut avoir envie d'investir dessus. Et sur ce champ-là, parce que c'est en effet extrêmement coûteux. Le point qui me faisait réagir sur ce que tu disais tout à l'heure, et d'ailleurs, ça rejoignait comme quoi Andéo est très souvent pionnier sur un certain nombre de champs. L'étude qui avait été faite à l'époque
alors je ne sais plus, je crois que c'est en 2014 ou en 2015, c'est une des premières études de l'Observatoire sur la liaison entre SAD, SAMSA et SAVS. 2016. 2016. Je trouve qu'il y a effectivement dans la collaboration avec les SAMSA et les SAVS évidemment des champs extrêmement intéressants, et comme tu le disais, ça permet d'étayer avec des visions un peu différentes, et d'ailleurs avec aussi des compétences complètement différentes et une polyvalence d'intervention qui est effectivement très complémentaire. J'irais même au-delà de ça en disant que pour moi, si on veut vraiment valoriser l'intervention à domicile, plutôt que d'avoir un SAMSA posé à côté d'un SAVS posé à côté d'un SAD, il faudrait tout bêtement qu'on puisse élargir le spectre de nos interventions et que on puisse ouvrir, puisse élargir, on puisse adapter nos interventions. Et alors ça, on n'arrête pas de le répéter aux législateurs. Hein. Bon, après, ils nous renvoient à chaque fois en nous disant. Alors j'ai vu qu'il y avait Viviane Castel qui était en ligne, donc ça lui parlait, hein, le fait de dire, bah non, bah les SAD sont financés, les SAD habilités à l'aide sociale sont financés par les départements. Les SAD qui ne le sont pas sont financés par, en gros, le portefeuille des familles et leurs allocations individuelles. Donc ça, très bien. Nous, ce qu'on dit, c'est aussi que, en toute logique, quand on intervient à ce niveau-là, par exemple, auprès d'enfants autistes ou auprès d'ados ou d'adultes autistes, on participe du parcours de santé de la personne. Et à ce titre-là, ça serait parfaitement logique qu'il y ait un financement ARS. Et financement ARS qui, exactement sur le même dispositif que c'est le cas dans les EHPAD, où il y a des forfaits soins et des forfaits dépendance, pourrait financer l'intervention au sein de SAD, coordinateur, l'intervention de professionnels. Alors, tu parlais de psychologues, tu parlais alors, les éducateurs ne sont pas des soignants, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. Hein. Pourquoi pas des bouts de TP de psychiatres, d'ergo, voilà. En tout cas, nos structures, nos salariés nous demandent d'élargir ce spectre. Et qu'on élargisse aussi nos interventions au-delà de la simple aide. Alors, c'est évident, hein, comme ça, quand on le dit. Néanmoins, quand on voit les appels à projets qui sortent, en fait, il y a les appels à projets ARS pour créer un SAMSA. Et alors, à partir de 2022, on aura les appels d'offres, les appels à projets pour créer un SAD. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, ça relève de l'évidence, en fait. C'est même pas compliqué à faire. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi personne ne le décide. CF, hein, évidemment, cette fameuse loi qui est pire que le désert des Tartares, qu'on probablement ne verra jamais voir venir de notre vivant si ça continue comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'évident, c'est simple. Alors du coup, qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en place? Oui, il y a une vraie réflexion de reconfiguration avec l'ensemble des acteurs médico-sociaux. Si je le dis avec l'ensemble des acteurs médico-sociaux, c'est avant la loi ESV, il y avait éventuellement encore des doutes et des débats sur les SAD, est-ce que ça relève du médico-social ou pas. Aujourd'hui, depuis la loi ESV, il n'y a plus de doute. Et donc, on doit pouvoir penser le secteur du handicap avec toutes ses composantes, là où effectivement, comme le dit Franck, on ne le pense que d'un côté avec les acteurs historiques du médico-social, les SAD, les SAVS, les SAMSA, les JME, et de l'autre, les SAD. Là où effectivement, il y a toute une réflexion commune à avoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, aux SAVS, aux SAMSA, on ne leur demande plus d'être dans des logiques dites interventionnistes, c'est-à-dire d'intervenir au quotidien, mais d'être de plus en plus dans des postures de coordination. Ce qui fait que pour pouvoir coordonner, il faut bien des acteurs qui interviennent au quotidien. Et dans ces acteurs qui interviennent au quotidien, on pense bien évidemment au SAD, mais les auxiliaires de vie, comme je le rappelais, elles ne sont pas magiciennes, elles ne peuvent pas intervenir pour tout et à tout moment. Et que parfois, on a besoin de professionnels un peu plus diplômés selon ou en formation, enfin je dis diplômés, en tout cas avec des compétences un peu plus importantes, quelle que soit la formation initiale. C'est un autre débat, le problème des diplômes, mais qui peut faire qu'on peut avoir besoin d'une AMP, d'une aide-soignante, d'une infirmière, d'une psychologue, d'un ergothérapeute, d'une orthophoniste. Enfin, je mets tous ces éléments pour dire tout dépend de ce qu'on va vouloir travailler, mais je rappelle que quand même, quand on a des troubles du langage, des troubles des interactions sociales, l'ergo et l'orthophoniste, c'est quand même deux assez importants à avoir en tête. Et si on n'en a pas du tout,
c'est compliqué pour faire un accompagnement au quotidien. Donc, il y a tous ces éléments-là et les auxiliaires de vie, elles ne peuvent pas toujours assimiler la manière dont on va décliner de manière opérationnelle ce qu'il y aurait besoin de faire, notamment pour les orthophonistes, où c'est relativement complexe. Il ne faut pas mélanger les métiers non plus. Donc, il y a tout, en tout cas, une réflexion de reconfiguration, à la fois pour bien s'assurer que les référentiels métiers soient mis dans les bons rouages et dans les bonnes rails, mais aussi pour s'assurer que l'accompagnement qui est proposé, à la fois en termes d'accompagnement au quotidien et de proximité, et celui qui est plus un accompagnement, je dirais, de supervision ou de coaching, soit bien cohérent sur un même territoire. Et pour arriver à faire ça, effectivement, il y a une réflexion globale à avoir. Alors, le scénario qui est proposé par la FEDESAP me paraît un des scénarios, en tout cas, à pouvoir mettre sur la table avec les différents partenaires. Et alors, en complément de ce que tu viens de dire, Cyril, au-delà même de ces professionnels-là, on pourrait tout à fait imaginer, par exemple, des EJE, des éducateurs jeunes enfants, qui ont aussi des compétences en termes de développement de l'enfance, voire, pourquoi pas, des professionnels qui auraient un CAP petite enfance, donc qui seraient garde d'enfants, à qui on viendrait ajouter une compétence handicap et qui pourraient tout à fait aussi avoir un rôle extrêmement important, puisque par exemple dans certaines crèches, il y a certaines crèches qui acceptent, évidemment, alors elles ne sont pas extrêmement fréquentes, mais qui acceptent des enfants autistes, et bien heureusement. Et en revanche, avec des personnes qui sont très souvent pas formées. Alors, j'en profite juste, parce que ça me tenait à cœur aussi, c'était d'avoir un petit mot pour des acteurs de la garde d'enfants, c'est notre réflexion qui m'y fait penser, qui ont particulièrement souffert pendant la crise. Il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont retrouvés quasiment avec plus d'activité. Enfin, je veux dire, pour un entrepreneur, pour le coup, c'est vraiment c'est l'enfer. Je pense que le mot est à peine plus fort, à peine trop fort, et je suis particulièrement conscient des difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. C'est important qu'ils sachent que la fédération est là pour l'ensemble de ses adhérents, peu importe le métier qu'ils exercent, donc aussi bien dans le champ du handicap, dans le champ du grand âge, dans le champ du confort et aujourd'hui aussi dans le champ de la garde d'enfants, et qu'ils font partie à 100% du secteur évidemment des services à la personne, qui sont au cœur des préoccupations de la fédération, et qu'à ce titre-là, on avait essayé de négocier un certain nombre de choses. Donc, par exemple, d'avoir un crédit d'impôt famille supplémentaire qui serait venu un peu à la rescousse du secteur, de pouvoir augmenter les plafonds de CESU pour aider les parents qui étaient en télétravail pour continuer à avoir un minimum d'activité, ou pour que la CAF maintienne une part d'allocation, exactement comme les départements l'ont fait vis-à-vis des SAD, que les CAF maintiennent une part des allocations de manière à leur maintenir une part de chiffre d'affaires. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Néanmoins, cet échange et ce webinaire peut être une piste d'inspiration aussi pour eux, en se disant que, en effet, en diversifiant une partie de leur activité sur l'accompagnement d'enfants en situation de handicap et, par exemple, d'autistes, ça leur permettrait de pouvoir faire un petit amortisseur face à la crise. En tout cas, qu'ils sachent que ils ne sont pas tout seuls, et que ceux qui sont vraiment dans une grosse difficulté, qui n'hésitent pas à nous contacter. On les mettra en relation aussi avec aussi bien des médiateurs s'il y avait besoin, ou avec la CPLE pour ceux qui ont les plus grandes difficultés, ou déjà avec des confrères de la commission garde d'enfants. Je vois qu'il reste 5 minutes, et en 5 minutes, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les trucs et astuces à avoir, en particulier sous l'angle de l'aide à domicile. Je redonne vraiment l'exemple du référentiel autisme, non pas pour vous pousser à rentrer dans la démarche, mais parce que je pense que c'est une très bonne synthèse des recommandations existantes sur les points clés d'accompagnement à avoir lorsqu'on accompagne une personne autiste. Alors, il y a 27 caractéristiques. En vrai, dans les 27, il y en a surtout 24 qui sont vraiment fondamentales, et les 11 premières qui sont vraiment indispensables pour bien accompagner les personnes autistes. Alors, si je vous renvoie à ce document-là, c'est parce que je sais que je vais être un peu court, et
mais vraiment quand on est un service d'aide et d'accompagnement à domicile et qu'on est une auxiliaire de vie qui va intervenir chez quelqu'un, je crois qu'il y a au moins 3 composantes importantes à avoir en tête. Une première, c'est vraiment un petit truc tout bête, mais vous intervenez au quotidien auprès des personnes, vous n'êtes pas forcément obligé de devoir utiliser tous les visuels pictos qu'on va retrouver avec Makaton, Teach, Abba, etc. Vous pouvez utiliser les objets du quotidien qui sont à votre disposition pour vous faire comprendre ou être compris par l'autre. Et ça, c'est vraiment un petit truc que je trouve important à remettre parce que là, c'est vraiment une vraie plus-value des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Vous pouvez directement mobiliser votre environnement pour faciliter l'interface de communication avec la personne que vous accompagnez. Donc ça, vraiment, je dirais que c'est le premier point qu'il faut mettre en avant et que vous ne retrouverez pas d'autre référentiel d'ailleurs, parce qu'il est plus générique. Deuxième point là, que vous retrouverez dans le référentiel, c'est quand même important de donner des objectifs qui soient atteignables au regard de la situation pour éviter de mettre tout le monde en difficulté. Tout le monde, c'est la personne accompagnée, la famille, l'intervenante, et des objectifs atteignables, ça veut dire qu'ils puissent être mesurables, observables. C'est typiquement quand on fait un chaînage de process d'activité, qui va être l'exemple typique, le brossage de dents. L'objectif, ce n'est pas forcément que la personne elle apprenne à se brosser les dents. C'est déjà, premier objectif, c'est qu'elle arrive à identifier où est le dentifrice et où est la brosse à dents. Déjà, si elle a réussi à les identifier, c'est un bon point. Ensuite, deuxième étape, c'est qu'elle puisse les prendre dans les mains. Ensuite, c'est qu'elle puisse mettre le dentifrice sur la brosse à dents, etc. Je vous donne cet exemple très simple parce qu'il me semble qu'il est parlant en termes d'objectifs mesurables, précis et atteignables. Et que c'est vraiment, je dirais, le deuxième élément très important à avoir en tête quand on intervient au quotidien de ces personnes, et en particulier dans les actes essentiels de la vie quotidienne, de ne pas se retrouver avec des objectifs qui seraient inatteignables, qui est, par exemple, être autonome tout de suite et propre pour se laver tout seul. Là, l'objectif, il est très large. Il n'y a pas que se brosser les dents pour se laver tout seul. Il y a aussi le gel douche, l'utilisation du pommeau de douche. Et encore, je suis sur la douche, ça se trouve, on est plutôt sur un bain. Enfin, tous ces éléments-là où il y a une multitude de composantes. Donc, c'est très, très important d'arriver à pouvoir séquencer tout ça. Et là, c'est vrai que l'aide des partenaires ou d'acteurs formés à l'autisme dans le SAD peut vraiment être un plus. Enfin, le troisième élément. Cyril, juste pour enrichir ce que tu viens de dire, ce qui est extrêmement important, parce qu'il y a une vraie difficulté sur certains publics. Alors, je pense par exemple au public âgé, de pouvoir répondre à l'obligation des différents outils de la loi 2.2, en l'occurrence sur le projet d'intervention, de fixer des objectifs à une intervention. C'est-à-dire que quand on fait une intervention d'aide ménagère, bon, bah, quel est l'objectif de cette intervention? Bon, évidemment, c'est d'avoir un logement propre ou c'est de porter des courses à quelqu'un, mais ce n'est pas un véritable objectif extrêmement. Enfin, c'est un objectif extrêmement matériel. Voilà. Tandis que, pour le coup, à l'inverse, sur un public autiste, justement, alors y compris en décomposant en micros-objectifs ou en mini-objectifs les choses, c'est beaucoup plus facile et en effet, ça rend aussi les progrès, par exemple, beaucoup plus facilement mesurables. Voilà. C'est très important. Là, je me dis, alors, si on déborde un peu, il reste 5 minutes, peut-être qu'on a le droit de déborder. On déborde. C'est peut-être que vous avez des questions ou des remarques ou des approfondissements, parce que Franck, il a la chance de pouvoir m'arrêter. Vous, un peu moins, c'est plus compliqué malgré le chat qui est à côté. Mais peut-être que c'est l'occasion de nous interpeller sur les messages politiques. Alors, dans ce cas-là, je renvoie plus à Franck, ou des messages plus pratico-pratiques sur l'accompagnement à domicile des personnes autistes. Voilà, je vais combler. Hein, je vais combler. Le silence ne fait pas peur. Hein. J'en profite, non, mais parce qu'il y a un autre message qui me tient à cœur. C'était de pouvoir profiter de cet échange pour dire à tous nos adhérents qui sont en ligne ou ceux qui regarderont plus loin en replay ce webinaire que, en tout cas, s'ils ont besoin de quoi que ce soit sur ce sujet-là, par exemple, ou pour savoir sur les mises en œuvre pratiques de ce type de service, si, en tout cas, moi, je peux faire quelque chose pour vous,
si je peux vous conseiller, si je peux vous faire partager un peu de l'expérience que OxyLife peut avoir sur le sujet, puisque nous, ça fait près de… c'est depuis nos premières interventions sur ce champ-là, elles datent de 2008, voilà, donc presque 13 ans. Si je peux, donc du coup, vous apporter des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas. Vous demandez à la fédération mes coordonnées ou vous me trouvez sur LinkedIn, ça sera très, très facile. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Et je me tiens à votre disposition, y compris même sur des champs qui sont au-delà de l'autisme, hein, bien entendu. Je ne sais pas dans quel département vous êtes, Viviane. Donc, Nice qui a bloqué pour le montage de projet. On a plusieurs retours qui varient d'un département à l'autre dans le montage des projets. Alors, dans tous les cas, aujourd'hui, les autorisations, elles sont quand même relativement saturées. Après, une fois qu'elle est émise, aller se spécialiser sur l'autisme, ça reste toujours possible. Dans les difficultés qui sont souvent posées, c'est la frontière entre compensation et éducation. En particulier quand on est sur des enfants, mais elle n'est pas propre d'ailleurs à l'autisme. Dès qu'on est sur des enfants, je ne vois pas bien d'ailleurs ce qui pourrait ne pas être de l'éducatif dans la compensation qui est proposée. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et effectivement, dans le cadre des projets qu'on peut être montés, dès qu'on était sur des mots de type éducatif, il était renvoyé à certains SAD qu'il n'était pas possible qu'un SAD accompagne sur ce type de volet. Alors, je ne connais pas assez le Finistère pour savoir où ils en sont aujourd'hui sur ces questions-là. En tout cas, moi, je sais que j'échange avec plusieurs départements pour essayer d'expliquer que le débat, il n'est pas entre compensation et éducation, il est entre des postures qui sont différentes. En réalité, les activités qui peuvent être proposées, notamment entre un CESAD ou un SAD, ou les actes qui peuvent être faits, peuvent être potentiellement d'ailleurs les mêmes dans les activités quotidiennes. Là, il va y avoir une différence, c'est que la posture des différents professionnels, notamment également le temps d'intervention, le rythme également aussi des interventions, la manière de se positionner sur la construction du projet vont être différents selon si on est le CESAD et si on est le SAD. Et c'est d'arriver à dire que ces deux acteurs-là, ils participent de l'éducation ou de la compensation de la personne, qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre l'un ou l'autre. En réalité, elles recouvrent des activités qui sont les mêmes. J'ai envie de dire, si je reprends l'exemple du brossage de dents, aider à faire le brossage de dents, je ne vois pas comment on va différencier ce qui va relever de l'éducatif ou de la compensation, et pourtant c'est bien un acte essentiel de la vie quotidienne, et ça relève de la prestation de compensation de handicap. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a encore des difficultés pour arriver à revendiquer ce rôle d'autonomisation des SAD. Alors, je dis autonomisation, ça inclut à la fois donc l'éducation et les adultes pour l'autonomisation, qui me semble vraiment un rôle clé à faire valoir. Et là, à mon tour d'avoir un message un peu militant, les SAD ont cette fonction-là, ont cette fonction d'autonomisation des personnes. Pour moi, c'est clairement inscrit dans les missions du Code de l'action sociale et des familles, et que pour pouvoir en tout cas accompagner les personnes autistes, il faut pouvoir arriver à revendiquer que ce rôle est bien un rôle dévolu au SAD et qu'il n'empiète pas sur le rôle des autres structures médico-sociales, qu'il ne s'agit pas d'un problème de double financement, qu'il ne s'agit pas d'une double action, parce qu'effectivement, ce qui va être réalisé par un éducateur, par exemple un CESAD, et ce qui sera réalisé par une auxiliaire de vie n'a strictement rien à voir, parce que l'éducateur, il ne peut pas venir 3 heures par jour chez la personne. C'est beaucoup trop long, ça serait beaucoup trop cher pour un CESAD. Il va avoir plutôt un rôle, normalement, éventuellement si c'est combiné avec un SAD, de coaching et d'encadrement la réalisation des actes qui seront réalisés, mais jamais il pourra avoir une intervention aussi d'autant de proximité dans le cadre d'une structure médico-sociale. C'est une autre chose si c'était libéral. Mais nous, ce qui veut, je veux dire, il y a bien une logique de complémentarité qui est présente. Alors ça, non mais je partage totalement. J'irais même au-delà, hein, en revenant sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de se dire, même à partir du moment où on se pose la question de se dire, est-ce qu'il y a une complémentarité entre deux interventions, on peut aussi se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir deux structures, plutôt que d'en avoir qu'une seule avec les mêmes professionnels. Par ailleurs, le second point, c'est quand tu dis 3 heures d'éducateur, c'est trop cher. C'est trop cher. Oui, mais enfin, quand on va en IME, hein, on paye un éducateur à temps plein toute la journée.
Donc, c'est aussi une question. L'avantage du domicile par rapport à l'établissement, c'est quand même la notion d'adaptabilité de la prise en charge. Et le fait que, et c'est d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de sur-mesure, c'est-à-dire qu'on peut faire du sur-mesure et on peut très bien imaginer qu'à certains moments de la vie d'une personne, elle va avoir en effet besoin de ces 3 heures d'éducateur et qu'à ce moment-là, il va falloir pouvoir les payer. Voilà. Mais que 3 mois plus tard, à partir du moment où la situation est plus sous contrôle, où il y a des activités qui permettent de décompresser, et où la personne, elle, est dans un vécu beaucoup plus apaisé, eh ben, il n'y a plus besoin d'intervention d'éducateur. En revanche, il y a besoin peut-être d'un accompagnateur le matin pour aller travailler. Il y a peut-être besoin d'un job coach parce que justement, quand on reprend un emploi, et ben, après une période d'arrêt, du coup, il y a besoin de se remobiliser. Et au final, et ça, j'en suis convaincu, tout ça, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, bon, et bien entendu que d'envoyer les gens en Belgique, ça, il n'y a pas photo, voilà, ça c'est sûr. Mais même par rapport à des établissements, ça coûte 100 fois moins cher. Parce qu'on ne fige pas un financement ad vitam aeternam. On peut très bien le faire varier en fonction de la population. Il peut très bien y avoir des années où il y a une natalité, où il y a eu par exemple une prévalence plus forte dans les naissances d'autisme, voilà, et une année derrière où il y en a beaucoup moins, et auquel cas on peut tout à fait adapter la prise en charge au volume d'activité. Ce qui n'est pas le cas d'un établissement. Quand on a des creux de natalité, par exemple les crèches, pour prendre des exemples basiques, des crèches se retrouvent partiellement vides. Et néanmoins, on continue à les financer en totalité. C'est ça l'extrême force du domicile d'un point de vue économique, c'est cette capacité à accompagner en fait la population et le volume d'intervention. Ce que tu dis, effectivement, j'ai été un peu à grands traits l'importance de pouvoir avoir des interventions qui sont modulées et raisonnées. C'est vraiment, il me semble, une des clés de voûte. Déjà, les SAD ont cette élasticité que n'auront pas les autres structures médico-sociales. Et je prenais l'exemple tout du CESAD, parce que le CESAD, il va potentiellement intervenir à domicile ou sur un lieu de vie. Et que c'est plus les... Et alors, je connais mieux... Alors, en plus, j'aurais dû prendre l'exemple d'un SAVS ou d'un SAMSA où je connais mieux ces exemples-là, où effectivement un SAVS SAMSA ne pourra pas intervenir 3 heures par jour. Là où tu as raison, en IME par exemple, la personne elle sera là toute la journée, alors pour du collectif. Donc pareil, c'est un peu différent, même si normalement pour l'autisme, on est plutôt sur du 1 pour 1 dans l'idéal, ce n'est pas toujours le cas. Il y a en tout cas ces réflexions, quelle que soit la modalité, quel que soit le raccourci que j'ai pu faire sur les structures médico-sociales, pour moi, effectivement, une des clés qui est importante, notamment dans l'explication que tu donnes, Franck, c'est pouvoir avoir une modalité d'intervention qui puisse être modulable et qui puisse être raisonnée, que tout ait été internalisé dans le service ou que ça se fasse en coopération selon les logiques du territoire. Parce que le modèle que tu proposes est pour l'instant encore un modèle relativement futuriste. Même s'il y a encore quelques SAD, je pense notamment à Respire Bourgogne d'Autisme France, qui fonctionne avec une autorisation SAD, mais qui a des professionnels de type CESAD dans son équipe et qui a une dotation conjointe de mémoire départementale et RS qui lui permet de fonctionner comme le modèle que tu proposes. Complètement. Franck, est-ce que tu as d'autres messages politiques à faire passer avant que nous clôturions la séance? Ou est-ce que les participants ont d'autres questions? Non, l'essentiel est dit. Je me permettrai juste un tout petit ajout là, sur ces notions de 1 pour 1, parce que moi, il y a un truc qui me fait réagir régulièrement, c'est qu'on entend de plus en plus souvent dire il ne faut pas opposer le domicile et l'établissement. Bon. Et après, quand on regarde qui a dit ça, on s'aperçoit que c'est à chaque fois les responsables d'établissement qui disent ça. Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est évidemment qu'il faut opposer l'établissement au domicile. Hein, et évidemment que la solution, parce que, alors, par exemple, là c'est un peu hors sujet, mais j'entends très souvent les représentants d'EHPAD nous dire
ah oui, non, mais on n'a pas assez de personnel, il faudrait du 1 pour 1 en EHPAD. Et j'ai envie de leur répondre parfois, mais c'est complètement stupide. Dans ces cas-là, si on fait du 1 pour 1, bah, autant faire du domicile. Hein. Aujourd'hui, le ratio réel, hein, le ratio réel. Alors, je crois qu'il est plus élevé dans le public et dans l'associatif que dans le privé commercial, comme ils disent. Mais c'est 0,8 soignants pour un résident en EHPAD, public ou associatif, et c'est 0,6 dans le privé commercial. Bah, très sincèrement, si le jour où on arrive à 1 pour 1, il faut mettre tout le monde dehors hein, et redistribuer l'ensemble de ces financements-là au SAD, hein, parce que ça n'aura plus aucun sens. Hein. Voilà. Ça me paraît une bonne conclusion. Oui, c'est une bonne conclusion. Une perspective, en tout cas, de débat et de réflexion pour la suite extrêmement riche. Très bien. On a perdu Agnès, là, non Non, je suis toujours là. Ah, d'accord, pardon. La régie est là, pas de problème. La régie est là. Bon, bah non, mais il ne nous reste plus donc du coup qu'à clôturer ce webinaire, sauf s'il y a effectivement des questions complémentaires. En tout cas, tu vas avoir plein d'appels, Franck, j'ai l'impression. Oui, ça je m'en réjouis d'avance parce qu'en effet, c'est des sujets qui sont passionnants, sur lesquels alors, en effet, il y a une vraie richesse de documentation sur le site d'Andéo et je vous incite tous et toutes à aller piocher dans les différentes études. Il y a des choses passionnantes qui ont été faites avec des exemples extrêmement intéressants et inspirants. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et toutes pour votre attention et à vous souhaiter une très bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Je vous remercie également de m'avoir invité et d'avoir eu l'occasion de pouvoir valoriser les travaux qui avaient pu être réalisés dans ce cadre-là par Andéo. Effectivement, c'est vrai que sur les questions organisationnelles, il y a beaucoup de réflexions à poser et ça pourrait même être l'objet presque d'une autre session pour voir tous les bricolages qui peuvent être faits pour pouvoir intervenir. Là, on n'était que sur le domicile, mais il y a toutes les interventions à l'extérieur du domicile qui demandent toute une gymnastique, une souplesse et une intelligence, en tout cas de situation, pour pouvoir aussi développer des partenariats qui sont fondamentaux pour pouvoir accompagner les personnes autistes. Et encore merci en tout cas de l'écoute que vous avez eue. Merci à toi Cyril. Merci évidemment à la régie pour le service impeccable. Et puis très bonne soirée à tout le monde. Très belle soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.